La principauté de Monaco est un État souverain et indépendant dans le cadre des principes généraux du droit international et des conventions particulières avec la France. Le territoire de la principauté est inaliénable. Tels sont les termes de l'article 1er de la Constitution monégasque de 1962. Cette affirmation peut sembler évidente. Elle ne l'est pourtant pas pour un certain nombre d'observateurs extérieurs, souvent très assurés, parfois condescendants, qui continuent de présenter Monaco comme un État fictif, subordonné ou même comme un territoire dont une puissance voisine pourrait disposer à sa guise. Si dans l'épisode précédent, nous avons montré que la souveraineté monégasque est le produit d'un long processus historique engagé dès le XVIe siècle, une question demeure, et elle est centrale. Au-delà de l'histoire, que vaut aujourd'hui la souveraineté de Monaco en droit? Car la souveraineté n'est ni un sentiment, ni une opinion, ni une faveur accordée. C'est avant tout une notion juridique encadrée par le droit international et le droit constitutionnel. Pour aborder cette dimension, j'ai le plaisir de recevoir Jacques Boisson, docteur en droit, ancien fonctionnaire international à l'UNESCO, premier ambassadeur de Monaco auprès des Nations Unies et du Conseil de l'Europe, et ancien secrétaire d'État de son Altesse Sérénissime le Prince Souverain, fin connaisseur des institutions de la Principauté et de son statut international, qu'il a largement contribué à renforcer. Avec lui, dans le second épisode du podcast Monégo on Air, consacré à la souveraineté, nous allons examiner ce que signifie juridiquement la souveraineté monégasque aujourd'hui, ses fondements, ses limites éventuelles, ses modalités d'exercice et la manière dont elle s'inscrit dans l'ordre international contemporain. Mais c'est surtout et avant tout les jeunes que je voudrais être entendus et compris. Mon propos n'est pas de débiter des phrases vides de sens et de faire des vaines promesses pour le présent et l'avenir. Mais je voudrais surtout, en faisant un bilan aussi complet que possible de la situation de la principauté dans l'actualité, intéresser et associer la jeunesse monégasque aux destinées de leur pays. Nos jeunes compatriotes ne peuvent ni ne doivent rester insensibles à celle-ci et se tenir en dehors de la vie politique et économique de leur patrie. Merci Monsieur Boisson d'avoir accepté de répondre à nos questions dans le cadre de cet épisode. Et pour commencer, peut-être en droit international public, comment définir la souveraineté d'un État et à quel moment ce concept émerge-t-il juridiquement? Vous avez fait un peu d'histoire tout à l'heure avec Monsieur Fouilleron. C'est une longue histoire. Je crois que le droit international public, parce qu'il y a aussi le droit international privé, le droit international public est issu de coutumes et de traditions, des relations diplomatiques entre les États. Mais si on va au-delà, si on recherche un peu les origines du droit international, alors ce n'est peut-être plus tel qu'on le conçoit aujourd'hui du droit strict, mais je dirais une sorte de modus vivendi, de coutume, de droit coutumier, qui s'inscrit évidemment de l'Empire romain, qui avait mis au point des règles de rapport, de relations entre les individus et les nations. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de confusion. Vous aviez les individus et les nations, et puis les étrangers. Alors en fait, il est passé par toute une tranche de droit qui était un droit coutumier et qui s'est construit, je dirais, au fur et à mesure que les relations entre États se stratégisaient et au fur et à mesure que les monarchies se développaient. Parce qu'en fait, il s'agit au fond de protocoles internationaux qui reliaient les souverains des États au fur et à mesure que les États se constituaient au fil de l'histoire. Donc en réalité, c'était un droit coutumier qui s'est fait au fil du temps et qui, au fond, a commencé à être codifié peut-être au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle. Parce que jusque-là, il n'était pas vraiment codifié. Et après, vous avez évidemment la grande Convention de Vienne qui a codifié les relations diplomatiques et consulaires, la Convention de Vienne de 61. Voilà. Donc, vous voyez, c'est tout un processus. Et le droit international public est toujours en évolution. Parce que chaque fois qu'il y a une convention internationale adoptée, etc., ça fait évoluer le droit. Et les obligations et les fondements même, le fond de ce droit. Et pour la notion de souveraineté, dans ce cas-là, comment vous la définiriez en droit international? En droit international, là, c'est les grands principes. Il y a 4 bases, n'est-ce pas? Il faut une population, il faut un gouvernement, il faut un territoire. Plus, et c'est là où entre en jeu peut-être le thème d'aujourd'hui, plus une reconnaissance des autres États.
C'est ça le problème. Donc, là, en fait, matériellement, il faut un territoire, une population, un gouvernement. Ça, bon, mais il faut quand même une reconnaissance des autres États. Parce que sinon, on est un État qui n'est pas reconnu, donc ça n'a pas d'intérêt en droit international, en tout cas. Voilà. Bien sûr. Donc, pour ces critères, comment, selon vous, la principauté de Monaco, elle y répond à ces critères précis? Elle y répond. Nous avons un territoire, même s'il est modeste, un gouvernement qui est quand même bien solide et un gouvernement. Et je crois, alors, ce qui est important pour la souveraineté, bon, je vais le dire, je vous l'avais écrit d'ailleurs, Monaco est un État souverain, certes, une nation souveraine depuis que nous sommes aux Nations Unies, certes, et reconnue maintenant par la plupart, la grande majorité des États, mais cette souveraineté appartient au prince, à la différence des républiques, des États qu'on peut rencontrer par-ci par-là. Vraiment, Monaco est un des derniers États qui viennent des systèmes monarchiques, du système des principes monarchiques. Et donc, c'est un État dont le souverain est en même temps porteur, attributeur, à qui est attribuée la souveraineté du pays. Donc, à tel point que si on revient, mais ça, M. Fouilleron a dû vous en parler, le traité de 18, par exemple, bon, c'est le prince qui est reconnu par la France. Et tout se fait à travers le prince. Par exemple, le détachement de fonctionnaires français qui viennent à Monaco, ça passe par le prince. Alors, bien sûr, après, il y a les côtés pratiques. Mais le principe même, c'est le prince. À tel point que, par exemple, les grands fonctionnaires, les hauts fonctionnaires monégasques détachés de la France sont, par exemple, je parle du ministre d'État, dans le cadre notamment du système du traité de 18, étaient mis. Alors, ils étaient détachés de leur, par exemple, si c'était un fonctionnaire de l'intérieur, du département de l'intérieur en France, étaient détachés auprès du Quai d'Orsay, donc du ministère des Affaires étrangères français ou de la Copa, et mis à la disposition du prince. Vous voyez la formule. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que ce qui permettait au prince de prendre ce ministre d'État, et puis, si le jour il n'en voulait plus, il le rendait à la France. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs pendant des années. Et ce qui se passe toujours, peut-être moins clairement, parce que le traité de 18 a été heureusement modifié, mais c'était quand même ça. Donc je pense qu'il faut insister sur le fait que la souveraineté monégasque est avant tout appartient au prince. D'ailleurs, si je peux rajouter, vous êtes bien placé pour le savoir, le Conseil national n'est qu'un conseil. Ce ne sont pas des députés. Le gouvernement est nommé par le prince et n'est pas issu d'une majorité parlementaire. Et pour couronner le tout, les ordonnances qui rendent exécutoires les lois ou les décisions princières sont vraiment des ordonnances souveraines, signées et d'ailleurs signées et co-signées par le secrétaire d'État, dont vous avez parlé tout à l'heure. Et vous savez pourquoi ? Parce que ça aussi, c'est très intéressant. Ça remonte aux anciennes monarchies. C'est-à-dire que quand le roi ou le monarque signait ses ordonnances ou ses décisions, il devait avoir à côté de lui un secrétaire d'État ou d'un autre terme, enfin à Monaco c'était le secrétaire d'État, pour vérifier qu'il était en bon état de santé physique et intellectuelle. Donc ça vient de là. Donc ce secrétariat d'État, c'est quelque chose qui remonte aussi à l'histoire et qui fait partie en quelque sorte un peu du droit international, puisque les traités signés par le prince le sont, et les ordonnances qui les rendent exécutoires le sont avec le secrétaire d'État, c'est en principe à ses côtés. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et vous avez donc évoqué la présence évidemment de ressortissants étrangers, donc français notamment dans l'administration monégasque, dans les hauts postes de l'administration monégasque, voire même de la justice monégasque. Oui, bien sûr. Mais est-ce que on ne peut pas l'interpréter comme une limitation de la souveraineté monégasque ? Alors, je vais vous dire très simplement, je vous l'ai dit d'ailleurs un peu à l'avance déjà, ces hauts fonctionnaires sont mis à la disposition du prince. Bon. Donc, par exemple, quand il s'agit de hauts magistrats, la France propose telle et telle personne, le prince choisit ou ne choisit pas d'ailleurs, souvent c'est le cas
Alors maintenant, il est beaucoup plus libre parce qu'il peut même lui-même choisir ses ministres d'État, et même s'ils ne sont pas français, bon. Mais le principe est quand même là, on détache des fonctionnaires, par exemple de la justice, euh, pour les mettre à la disposition du prince. C'est pour ça que le prince peut leur faire un contrat de 2 ans, 3 ans, ne pas le renouveler ou le renouveler. C'est vraiment ça, son attribution, parce que la justice à Monaco est faite au nom du prince. Le prince délègue la justice au directeur des affaires judiciaires, mais il en reste le détenteur, parce que le prince est détenteur des 3 pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Et pour le législatif, il le partage avec le Conseil national, mais bon, il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions qui soient remplies, notamment d'ordre budgétaire. Et est-ce qu'il y a des protections en droit international, notamment via les Nations Unies et la Charte des Nations Unies, qui protègent cette souveraineté? Quelles sont vraiment les protections vis-à-vis des frontières, vis-à-vis de la... voilà, pour éviter toute ingérence étrangère dans les affaires d'un État souverain? Alors là, on arrive à la morale internationale. Bon. Évidemment, il y a des textes qui protègent, quel que soit l'État, de grande, petite puissance ou grande puissance, qui le protège dans sa souveraineté, c'est-à-dire dans ses décisions. Alors, il est évident qu'il y a une évolution très importante du droit international qu'on peut estimer avoir commencé après le premier conflit mondial de 14-18 avec la Société des Nations, et maintenant encore davantage avec toutes les institutions régionales et internationales qui existent. Parce qu'évidemment, les États délèguent une partie de leur pouvoir, mais de leur plein gré, de par leurs décisions, à des organisations interrégionales ou internationales. Donc, ils se privent en quelque sorte d'une certaine partie de leur souveraineté, mais tout en pouvant les récupérer quand ils veulent. Donc, ils restent souverains, mais c'est leur intérêt, par exemple dans le cadre de l'Union européenne ou du Conseil de l'Europe, de déléguer une part de leur souveraineté dans ces institutions dont ils font partie. Donc, il faut qu'ils prennent parti et qu'ils participent à la décision de l'institution. Et c'est très intéressant parce que je l'ai vécu aux Nations Unies, parce qu'en effet, si vous voulez, il y a les grands principes, mais en fait, les décisions sont prises souvent, la plupart du temps d'ailleurs, au niveau régional. Vous avez la réunion des groupes, à l'UNESCO c'est pareil, vous avez la réunion des groupes régionaux, ce qu'ils appellent les groupes régionaux. Donc, vous aviez l'Afrique, l'Asie, l'Europe occidentale et l'Europe de l'Est. Bon. Alors, parce que là, c'était l'Europe occidentale, le système capitaliste, l'Europe de l'Est, ça a été créé, il y avait le système soviétique, communiste soviétique. Donc, et puis, bien sûr, l'interaméricain. Bon. Donc, les grandes décisions se prennent déjà au niveau des régions. C'est-à-dire les régions, les groupes régionaux se réunissent régulièrement à l'UNESCO comme aux Nations Unies. Et pour les grands problèmes politiques, si vous voulez, ils préétablissent une décision qu'après, ils vont porter en commun dans les assemblées générales ou les conférences générales où les décisions sont prises. Donc, il y a, si vous voulez, une sorte d'évolution qui s'est faite dans la souveraineté des États parce qu'ils ont de plus en plus confié certaines des missions essentielles d'un État et de sa souveraineté à des organismes. Mais ils y retrouvent aussi un intérêt parce que ça renforce leur position. C'est un peu ce qu'on dit toujours. Et je dois dire que je me souviens de 2 ou 3 exemples intéressants parce que, par exemple, quand Monaco est entré d'abord à l'Agence de coopération culturelle et technique, qui est devenue maintenant l'Organisation mondiale de la francophonie, ou internationale de la francophonie, ou bien à l'Organisation pour la coopération et l'OSCE, Sécurité et coopération en Europe, c'est la France qui est venue demander à Monaco de bien vouloir y participer parce que ça lui faisait un point en plus, une voix en plus. Donc, et quand on est rentré à l'ONU, c'était un peu la même chose. Parce que Monaco voulait rentrer déjà à la SDN,
mais ça ne s'est pas fait. À mon avis, c'était pour les mêmes raisons, je pense, ce que vous a dit M. Fouéron. Mais aux Nations Unies, il y avait des freins de grande puissance qui s'opposaient à la France. Voilà. Vous voyez ce que je voulais dire? C'est-à-dire que si Monaco rentrait, tout le monde disait Monaco va être des voix pour la France, ce qui n'a pas toujours été le cas d'ailleurs. Hein, mais bon. Donc il y avait cette espèce d'a priori, mais on a pu quand même rentrer à l'UNESCO comme membre à part entière, même à l'OMS, je crois, même avant l'UNESCO, on est rentré à l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, c'était une reconnaissance de la souveraineté monégasque, mais au niveau politique, il y avait des grincements de dents. C'est pour ça qu'on n'a pas pu rentrer tout de suite à l'ONU. On est rentré dans les agences spécialisées. Évidemment, ça c'est la différence entre le droit et la politique. C'est que Voilà, juridiquement, il y a vraiment aucun doute sur le fait que Monaco soit un État souverain, mais on peut comprendre que certains pays aux Nations Unies aient eu peur que Monaco représente un vote quasi systématique pour les initiatives françaises, notamment. Et maintenant, une question un peu plus interne, mais toujours sur le cas monégasque, et dans sa relation notamment avec la France. Est-ce que un État, parce qu'à Monaco, on entend souvent dire que Monaco ne serait pas souverain puisque Monaco dépend de la France étroitement pour un certain nombre de compétences, notamment les frontières, notamment la protection. Est-ce qu'un État reste souverain alors même que certaines compétences qui traditionnellement représentent sa souveraineté, donc la défense de ses frontières, l'énergie, etc., ont été déléguées à un autre État? Oui, c'est pas ça. On l'a pas délégué. C'est-à-dire, dans le cadre des traités avec la France la France est chargée de défendre le territoire monégasque comme si c'était son territoire. Ça ne veut pas dire que c'est son territoire. Les termes sont bien précis. C'est comme si c'était son territoire. Donc, c'est un artifice. C'est un artifice. Mais pourquoi? C'est très simple. Je m'en suis servi à l'ONU d'ailleurs, parce que c'est un territoire enclavé dans la France, surtout depuis qu'on a perdu évidemment Menton et Rocambole. Monsieur Fouilleron a dû vous dire pourquoi. Donc nous sommes un territoire enclavé et nous sommes avec un territoire modeste. Nous n'avons pas d'armée, nous n'avons pas de moyens de défense militaire. Bon. Donc on a intérêt à être protégé par les grandes puissances. C'était le cas avec l'Espagne, tout d'abord. Pendant un siècle et demi, il y avait Charles Quint, le traité de Burgos, je crois, comme il vous l'a dû vous le dire, qui les princes avaient la protection. Alors, ce n'était pas encore les princes, c'était encore le seigneur de Monaco. Le prince, c'est avec le traité de Péronne que le seigneur de Monaco est devenu prince. C'est la France, avec le premier traité avec la France. Donc, c'était l'intérêt des deux pays, finalement. La France ne pouvait pas avoir à Monaco une armée étrangère, et ça risquait quand même de lui poser des problèmes, y compris les eaux territoriales, qui sont importantes, quand même. Bon. Et donc, c'était un accord entre les deux parties. Et je ne sais pas si je peux le raconter là, mais c'était un événement des Nations Unies. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez-y, je vous en prie. Quand le président Chirac a été élu président de la France, la première chose qu'il a faite, c'est de vouloir reprendre les essais nucléaires. Bon. Donc, en première commission, la question est arrivée, et il y avait un certain nombre de pays, bien entendu, il y avait les grandes traités, conventions internationales pour réduire les armes nucléaires, les essais, tout ça. Bon. Donc, il y avait un problème, et il y a eu, non pas un projet de résolution condamnant la France, mais mettant quand même la France sous pression. Bon. Donc, moi, en première commission, je ne veux pas faire de problème, je me suis abstenu, je n'ai pas voté. Bon, OK. Ou je me suis abstenu, je crois. Bon, très bien. Les gens ont très bien compris ça. Bon. Et puis, arrive la plénière, au mois de décembre. Bon. Et entre-temps, je reçois un petit coup de fil, n'est-ce pas? Bon, je ne donnerai pas les détails. Et il m'était recommandé de voter contre. Contre. Bon, donc, j'ai voté contre en plénière. Vous savez, vous avez les grands panneaux avec les lumières vertes, jaunes et rouges qui s'allument. Bon, donc, Monaco a voté rouge, enfin. D'autres pays aussi avaient fait la même chose, pas mal de pays africains. Bon. Donc, bien entendu, le président Chirac avait appelé ses amis.
ses pays amis, ses pays frères, etc., et avait obtenu qu'on vote contre la résolution. C'est-à-dire qu'en première commission, il devait y avoir 2 ou 3 votes contre, et en plénière, on s'est retrouvé avec, je crois, 15 ou 18 résolutions contre. Alors évidemment, mes chers amis, ambassadeurs du Luxembourg, de la Suisse, du Liban, enfin les bons copains, le Maroc, sont venus me voir. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Vous étiez abstenus. Et on comprend très bien, parce que Monaco, c'est un pays qui défend l'environnement, qui défend les océans et les essais nucléaires. Hein. Bon. Alors je dis oui, mais nous avons un traité avec la France où elle est chargée de défendre notre territoire. Donc la bombe atomique française est aussi notre bombe. Et ça s'est arrêté là immédiatement. Oui, c'est une bonne justification, Voilà. effectivement. Donc cette souveraineté monégasque, en tout cas dans son cadre normatif, voilà, quel est ce cadre, le cadre de la souveraineté Oui. monégasque? Dans quel cadre il s'exerce? Vous avez déjà mentionné plusieurs fois le traité de 1918 avec Oui. la France. Non, c'est le 2002. Voilà. Oui. Et donc, quelles sont les évolutions, notamment peut-être entre ces deux traités, et quel est le cadre de cette souveraineté? Est-ce que la souveraineté monégasque, parce qu'il est précisé dans l'article que j'avais cité en début à l'introduction, que Monaco est souverain dans le cadre des Oui. principes généraux du droit international et des conventions particulières avec la France. Donc, est-ce que la souveraineté est pleine et entière aujourd'hui? Elle le reste, parce que c'est dans le cadre du droit international, c'est-à-dire c'est tous les traités internationaux que Monaco a signés. S'il ne les a pas signés, il n'en est pas. Enfin, je veux dire, il n'a pas d'obligation. Et quant au traité avec la France, un traité peut toujours être considéré, enfin, caduc ou échu. C'est-à-dire, on peut renoncer à un traité. Donc, Monaco peut toujours, de sa pleine autorité, de sa pleine initiative, considérer que le traité de 2002 est caduc ou pour telle ou telle clause ne le respecte plus. Vous voyez, donc on a toujours cette liberté de revenir en arrière. Ce n'est pas quelque chose qui est imposé à la souveraineté d'une manière définitive. C'est une opportunité de l'histoire. Mais c'est tout ce qui est traité, conventions, accords internationaux, on peut toujours revenir dessus. Donc c'est une délégation de souveraineté, je ne dirais même pas une réduction de souveraineté, c'est peut-être une limitation toujours provisoire. Et volontaire surtout. Et volontaire, bien sûr. Ah ben oui, volontaire, oui, volontaire. Et ça rejoint d'ailleurs ma question suivante. L'accès, l'ouverture de Monaco à l'international, notamment par son adhésion aux Nations Unies, même si avant il y avait les agences spécialisées comme l'UNESCO notamment, et même puis après donc le Conseil de l'Europe et récemment les négociations avec l'Union européenne. Selon vous, cette ouverture sur le monde, peut-être en vous appuyant sur votre carrière, ça a eu tendance à renforcer cette souveraineté puisque elle a eu tendance à être reconnue par un plus grand nombre de pays, ou ça a eu tendance à lui dicter des normes à Monaco venues de l'extérieur qui limiteraient la souveraineté? Il y a les deux. Il y a les deux. C'est-à-dire qu'on a augmenté évidemment la reconnaissance de la souveraineté monégasque, le fait de rentrer aux Nations Unies. D'ailleurs, je dirais que ça a été un tournant extrêmement important parce que, si vous voulez, jusque-là, à part quelques exceptions comme l'UNESCO, l'OMS, mais c'était des organismes techniques et pas politiques, jusque-là, Monaco avait des reconnaissances diplomatiques bilatérales. C'est-à-dire que, bien sûr, Paris, Rome, la Suisse, l'Espagne, le Benelux, bon, OK. Donc, c'était bilatéral. Ces États reconnaissaient la souveraineté de Monaco. Monaco mais ça se limitait surtout à l'Europe. Bon. Et c'était la souveraineté du prince qui était reconnue. C'est-à-dire que si vous allez, et encore maintenant d'ailleurs, à la chancellerie de l'ambassade de Monaco à Paris, vous avez le pavillon princier. Vous n'avez pas le drapeau monégasque. Par contre, quand on arrive aux Nations Unies ou au Conseil de l'Europe, c'est le drapeau monégasque. Donc je dirais que cette étape de mai 93, ça a été en quelque sorte une reconnaissance de la nation monégasque. Donc la souveraineté restait au prince, mais la nation monégasque, c'est-à-dire ce qui forme une nation, c'est-à-dire c'est bien sûr le peuple, c'est les autorités et surtout une certaine forme de culture, de façon d'être, d'institution, bon. Tout ça a été reconnu au niveau mondial.
Donc, on est passé d'une reconnaissance d'une vingtaine de pays bilatérales à une reconnaissance de 163 États à l'époque. Maintenant, ça doit être 180 et quelques. Donc, c'est extrêmement important. Et au point de vue Conseil de l'Europe, ça a été longuement et difficilement acquis et même à Monaco, ça a fait l'objet de débats internes, comme M. Fouillon a dû vous le dire, et c'était assez compliqué. Mais ça a assis Monaco comme une nation d'un état de droit, respectant justement les règles essentielles de la démocratie. Démocratie qui reste souveraine, c'est du prince, mais un système de démocratie avec un respect de l'état de droit et des décisions de justice, etc. Donc c'était quand même un plus. Alors le moins, évidemment, c'est que vous avez des contraintes et des obligations à respecter qui parfois vont un peu à l'encontre, peut-être pas de nos intérêts particuliers, mais d'un intérêt général du pays, mais auquel il faut bien s'adapter. Parce que je crois que la considération internationale est parfois plus importante que beaucoup de choses. Et dans tous les domaines économiques, sociaux, financiers, etc., je crois qu'il est important d'être reconnu comme un État qui respecte les règles de droit, les obligations internationales qu'il a prises, etc. Bon, c'est un plus. Pour moi, c'est un plus, même s'il y a des contraintes supplémentaires qui peuvent aussi jouer d'une manière un peu... il faut les absorber. En fait, le problème, c'est d'intégrer des obligations internationales ou régionales, dans le cas du Conseil de l'Europe, dans notre droit interne. Donc, ça prend un peu de temps, il faut les adapter, il faut les... Mais je pense que c'est quand même un plus. Même si sur un court terme, ça peut un peu poser des difficultés ou froisser certaines communautés économiques. Voilà, enfin, je pense que c'est un plus. Évidemment. Et est-ce que dans le cadre de votre carrière de diplomate, notamment au Conseil de l'Europe, vous avez ressenti une certaine difficulté à expliquer vraiment ce qu'est Monaco, notamment dans le cadre de ce qu'on parlait tout à l'heure, de la souveraineté princière, et d'expliquer qu'à Monaco, il n'y a pas de souveraineté nationale, mais que ça n'empêche pas une séparation des pouvoirs, mais c'est un une état de droit. souveraineté nationale quand même. Mais elle appartient au prince. C'est lui qui en est le teneur, quoi. Celui qui... Bon, mais non, je ne pense pas que j'ai eu beaucoup de difficultés. Non, une fois qu'on était entré dans le système, bon, il y avait, comme vous le savez, un comité préparatoire qui fait ses enquêtes, qui vient voir comment fonctionne Monaco, ses institutions. Donc, à partir du moment où on a eu l'agrément de rentrer au Conseil de l'Europe, bon, les États ne se sont pas posé des questions. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que certains de ces États sont peut-être certainement moins démocratiques encore que Monaco l'est. Et si vous prenez les affaires de la Cour européenne des droits de l'homme, bon, il y a des pays qui ont une accumulation de procès en cours, en fait, de plaintes. Bon, enfin, bon. Non, j'ai pas ressenti ça. Et je vais même vous dire quelque chose d'assez amusant, c'est que le Conseil de l'Europe, au niveau des comités des ministres, bon, c'est souvent, enfin, la plupart du temps, même toujours pour ainsi dire, ce sont les ambassadeurs qui représentent les ministres. Bon. Donc, les ambassadeurs se trouvent confrontés à un domaine technique qu'ils ne connaissent pas toujours très bien, c'est-à-dire celui des droits de l'homme, des libertés publiques, des droits de l'homme, bon, la Cour européenne, les grands principes. Et moi, j'ai eu la chance, quand j'étais à l'UNESCO, de travailler pendant une douzaine d'années, une quinzaine d'années, avec, bon, dans le domaine des droits de l'homme. Je faisais de la promotion des droits de l'homme, je faisais des conférences, je faisais des cours. Et j'étais, disons, assez calé en matière de droits de l'homme. Bon. Donc, entre nous, ça, je ne sais pas si ça peut être dans votre... Mais j'avais certains collègues, même de pays assez importants, qui venaient me demander un peu, parce qu'ils s'étaient rendus compte que je connaissais très bien tous les grands principes, les grands textes des droits de l'homme. J'avais siégé à la Commission des droits de l'homme, qui est devenue le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. J'ai représenté l'UNESCO à la Commission de la protection des minorités et lutte contre les mesures discriminatoires, qui m'a beaucoup aidé, notamment au Conseil de l'Europe, parce que la protection des minorités, une minorité comme Monaco, c'est important. Donc, vous voyez, j'avais certains
collègues qui venaient me voir, on parlait un peu avant. Et puis, j'avais l'habitude des secrétariats de l'UNESCO, donc des Nations Unies, et je savais comment fonctionnait un peu le système. Ouais. Des fois, j'allais voir le secrétariat, bon, je regardais un peu les points à l'ordre du jour, je pouvais m'y préparer à l'avance. Non, je ne peux pas dire on était réticents, ou si quelques pays l'ont été, ils ne l'ont pas montré, pour commencer. Et deuxièmement, mais ils se sont habitués à nous voir. Et puis c'est tout. Bon, et on était là, et voilà. À partir du moment où on avait passé on avait passé toutes les formules et toutes les obligations imposées par l'entrée au Conseil de l'Europe, on était bon, c'est tout. Voilà. Bon. Non, j'ai pas eu de problème. Ni aux Nations Unies d'ailleurs. Et en droit international public, quelles sont les conséquences de la souveraineté et quelles sont les implications de la souveraineté? Un État est souverain, reconnu comme tel, quelles sont ses conséquences? On les vit tous les jours. Enfin, la conséquence quand un État est souverain, d'abord, c'est que tous les pouvoirs, l'autorité suprême et les différentes fonctions, les trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, lui appartiennent. Personne ne peut s'en mêler, personne ne peut dicter à un État souverain une législation ou des décisions qui lui seraient étrangères. Donc toute la décision appartient au prince. Donc, si vous voulez, c'est à la différence d'un protectorat ou d'un système colonial où la législation peut venir de l'extérieur. À Monaco, ce n'est pas le cas. Alors, je sais qu'on a parfois, en droit international, je crois que c'était surtout Charles Rousseau qui avait un peu évoqué cette idée, on considérait avec le traité de 18 que Monaco était un protectorat de droit international à la différence du droit d'un protectorat colonial. Bon, pourquoi pas? Mais je veux dire, Monaco avait le prince souverain avait l'autorité suprême et la disposition des trois pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Même s'il délègue le judiciaire à la direction des affaires judiciaires, il en est détenteur. Donc, merci beaucoup, Monsieur Boisson, d'avoir accepté de répondre à nos questions dans le cadre de ce podcast. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté Mounégou On Air. On se retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous à la découverte des institutions monégasques. Assez rêvé,